Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Et aujourd'hui, on va parler RTS et RPG. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Être né quelque part, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est le rejeton d'un chef rebelle organisant régulièrement des soirées sacrifices humains pour amuser la galerie. Et lorsque le paternel décide de faire de sa progéniture le prochain coup du spectacle, là on est carrément au top de la vie de merde. Heureusement pour vous, l'armée de la reine vient gâcher la fête en vous sauvant in extremis sans toutefois parvenir à arrêter votre taré de père qui prendra la poudre d'escampette. Au lieu de vous exécuter, votre sauveuse vous propose de rejoindre les rangs de l'armée afin d'étouffer la rébellion en cours et arrêter votre popa au passage. Évidemment vous acceptez et comme vous êtes plutôt badass, vous gravissez les échelons assez rapidement en vous illustrant notamment lors de la guerre ouverte contre les forces rebelles, devenu un poil plus balèze que prévu sous l'impulsion de ce padré qui est décidément beaucoup trop méchant. Une fois les rebelles vaincus et leur leader exécuté, le royaume des humains décide de rendre la magie illégale parce que oulala, chef rebelle était un mage donc la magie c'est pas bien, gna gna gna. C'est contre nature, hein. Donc l'église locale passe en mode inquisition et traque tous les potentiels magiciens. Et c'est ainsi qu'une paix toute relative s'installe au royaume durant quelques années. Sauf qu'un beau jour, une peste magique pop de nulle part, décimant des villages entiers en l'espace de quelques heures. Et quand les premiers symptômes sont détectés chez les habitants d'un patelin situé à quelques lieues à peine de la capitale, le régent décide de vous envoyer enquêter sur place. Mais une fois arrivé, vous découvrez... On va s'arrêter là histoire de pas spoiler, mais vous attendez pas à des révélations de fou malade non plus. Ouais, parce que là on est sur de l'heroic fantasy assez classique pour un jeu qui l'est beaucoup moins. Spellforce 3 est un RPG mixé avec de la stratégie ou un RTS avec des éléments de jeu de rôle, c'est toi qui choisis. Sorti le 7 décembre 2017 sur PC, le jeu vous propose de contrôler un groupe de héros disposant de capacités et d'équipements propres, mais également de gérer la construction de votre base afin de lever une véritable petite armée pour casser les bouches des méchants d'en face. Certes, le mélange n'a rien de très original aujourd'hui, mais il était plutôt atypique lors de la sortie du premier opus de Spellforce en 2003 que l'on devait au studio Phenomac Game Development. Ce dernier avait décidé très tôt de bousculer la scène du jeu de stratégie en lui adjoignant une composante RPG bien plus poussée que tout ce qu'on avait vu auparavant, ce qui était en soi un objectif assez relevé pour l'époque, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, c'est l'heure du flashback. En 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin faisaient leur premier pas sur la Lune, Woodstock bat son plein, et surtout, Volker Vertige venait au monde. Le Volker, il avait clairement choisi la classe mage du code spé jeux vidéo dès la naissance. À 12 ans, il se faisait offrir un Commodore et apprenait à programmer en BASIC, avant de se rendre compte quelques mois plus tard que le langage n'était pas spécialement adapté à la création de jeux vidéo. Il fit donc un peu d'assembleur jusqu'à ses 13 ans, histoire de mieux comprendre le langage machine. Le mec était déjà une graine de brute, quoi. En 1983, du haut de ses 14 ans, Volker Vertige programmait des petits jeux pour des disques magazines, sorte de fanzines interactifs distribués sur disquette, qui étaient plutôt en vogue durant cette période. En gros, c'était un peu l'ancêtre des fameux CD de démo que vous avez probablement tous connus. Bref, le Volker progressa sur la voie du code et connut son premier vrai succès avec Emerald Mine, publié en 1987 par la société Kingsoft. Cette dernière s'empressa de produire des suites auxquelles Volker ne participa pas, travaillant par intermittence sur d'autres projets tels que Bug Bomber, tout en planchant en parallèle sur deux titres qu'il voulait absolument développer. Faut bien comprendre que Volker ne bossait pas à plein temps chez Kingsoft, et le travail qu'il fournissait pour eux était plus un hobby qui lui permettait de gagner du skill et de l'argent de poche. C'est à 22 ans qu'il vint sonner à la porte du studio Blue Byte pour présenter ses deux projets. Le premier était un RPG tendance exploration, tournant sur un moteur 3D qu'il avait presque fini de coder. Le second était une sorte de jeu de gestion où l'on développerait un petit village uniquement en confiant des directives à des habitants qui seraient pleinement autonomes. Blue Byte misa sur ce dernier concept et en 1983 arriva sur les étals un jeu qui allait permettre à Volker Vertige de rentrer instantanément dans le Hall of Fame des créateurs de jeux vidéo. Die Siedler, plus connu par chez nous sous le nom de The Settler. Énorme succès en Allemagne et à l'international en bonus, The Settlers permit à Volker de gagner en notoriété, en compétences et en bif. Si bien qu'après quelques temps chez Blue Byte à travailler sur les suites de la série en devenir, il fonda son propre studio en l'an 2000, Phenomac Game Development. Et c'est quoi ce truc? Vu qu'on fonde pas un studio de développement pour la beauté du geste, Volker avait naturellement un projet en tête, qui partait d'un constat somme toute très personnel, à savoir que le genre du jeu de stratégie sur PC était à bout de souffle. Alors on dit très personnel car de notre point de vue, la période fin 90 début 2000 fut plutôt faste concernant les jeux de stratégie, aussi bien en termes de qualité que d'innovation. Au-delà des mastodontes qui étaient StarCraft et Age of Empires, on a quand même eu droit à des titres qui ont apporté des pierres conséquentes à l'édifice du genre, voire été des petites révolutions à eux tout seuls. Comme si ça ne suffisait pas, certains docteurs moraux du game design n'hésitaient pas à fusionner le STR avec d'autres genres, pour des résultats certes variables, mais qui avaient au moins le mérite de bousculer des codes que l'on pensait bien établis. Dans ces conditions, il fallait faire preuve d'une certaine assurance pour annoncer que l'on compte dépoussiérer un genre qui vivait pourtant dans son âge d'or. Mais le Volker était confiant et surtout ambitieux, car il avait en tête de réaliser un jeu de stratégie multijoueur prenant place dans un univers persistant, dans lequel chaque joueur pourrait progresser à l'aide d'un avatar, gagnant de l'expérience et de l'équipement, et contrôlant en plus une armée de créatures fantastiques. Oui, il s'agissait bien d'un MMO STR RPG, qui ne vit jamais le jour. Oh, pas tout à fait, mais on y revient plus
plus tard. Après une petite introspection, Folker et son équipe se rendirent compte assez vite que l'expérience qu'ils voulaient proposer serait, dans un premier temps, plus adaptée à un jeu solo, notamment concernant l'aspect narratif et la progression de l'avatar. Et après 3 ans de développement, le tout nouveau Spellforce déboulait en riche. Jugé très innovant à sa sortie, son mélange bien dosé entre jeu stratégie et RPG a réussi à séduire les foules avec un succès international à la clé, et ce malgré l'ombre encore très présente de Warcraft 3, sorti à peine 1 an plus tôt et qui proposait des mécaniques similaires. Johnson, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment super flippant. Moi, je sais ce que c'est. Phinomug capitalisa sur son succès en développant 2 extensions dans la foulée, extensions qui furent elles aussi très bien reçues, poussant donc notre jeune studio à mettre en chantier une suite de leur série phare, baptisée très sobrement Spellforce 2, et proposant toujours ce gameplay mêlant STR et RPG. Ce second volet débarqua en 2006 et eut au moins autant de succès que le premier, confirmant au passage la bonne maîtrise de Phinomug dans le domaine du jeu de stratégie. Ah, mais putain, mais oui, mais c'est EA, c'est ça? Tout à fait. La légende raconte que dès qu'il y a du fric, EA n'est jamais bien loin. Bref, EA avait flairé le filon et racheta Phinomug la même année, ce qui, comme souvent dans ce genre de cas, marqua le début de la fin pour le studio. Après ce rachat, Phénomic plancha sur son prochain projet, qui fut quelque part son dernier coup d'éclat. Vous vous souvenez du MMO STR RPG? Il se transforma en cours de route en MMO STR CCG, soit un jeu de stratégie massivement multijoueur où les unités contrôlées seront représentées par des cartes à collectionner. Battleforge vit donc le jour en 2009 avec un accueil mitigé. Le jeu avait pourtant des mécaniques et une réalisation solide. Phénomic démontrant encore son savoir-faire quand il s'agit de mélanger les genres. Le problème venait, comme par hasard avec EA, de son modèle économique. Car en plus de débourser 50 balles pour se procurer le titre, le joueur devait mettre une nouvelle fois la main à la poche pour acheter des boosters s'il souhaitait obtenir de nouvelles cartes pour son deck. Et évidemment, le contenu des boosters était complètement aléatoire. Bref, suite à des ventes désastreuses obligeant à passer Battleforge en free-to-play 2 mois à peine après sa sortie, bravo les gars, EA maintint Phénomic en respiration artificielle le temps de quelques projets anecdotiques avant d'annoncer la fermeture définitive du studio en 2013. Mais du coup, qu'est devenu Spellforce? Et bah pour faire simple, la licence s'est retrouvée, on ne sait trop comment, dans les mains de THQ, qui a lui-même été racheté par Nordic Games en 2013 lors des soldes éditeurs, se renommant THQ Nordic pour faire bonne mesure, et ressuscitant la franchise Spellforce avec ce 3e épisode. Alors oui, ça n'aura pas échappé à votre intellect aiguisé, Spellforce 3 n'est officiellement pas développé par Phinomug, le studio qu'on vient de vous présenter, mais par Grimlore Games, un studio de développement spécialement fondé par THQ Nordic en 2013 pour travailler sur des projets de jeux de stratégie et de jeux de rôle. Eh ouais. Mais on s'est dit que ce serait plus intéressant de vous parler du studio à l'origine de la licence plutôt que de la boîte qui l'a racheté en loose day. Et d'ailleurs du coup, on peut passer au jeu qui nous intéresse. L'histoire de Spellforce 3 se déroule plusieurs années avant les événements du premier opus. Le monde n'est pas encore marqué par la terrible guerre des mages qui s'y déroulera, mais est loin d'être en paix pour autant. Le royaume des hommes se remet tout juste de la terrible rébellion des 4 familles royales, à laquelle votre père, le mage sanguinaire Issa Motahar, a activement pris part. Lors de la Grande Guerre, la reine dirigeante fut grièvement blessée, sombrant dès lors dans le coma, laissant le seigneur Arandir diriger durant son absence. Et le mec est pas du genre cool, et un peu trauma par la magie. C'est le genre de mec à vous envoyer enquêter sur une peste magique ravageant un village du coin, en oubliant volontairement de vous préciser qu'il souhaite purger tous les habitants du dit village pour éviter que la peste ne se propage. Par contre, vu que vous êtes plutôt droit dans vos bottes, vous refusez de zigouiller les péons et êtes de facto relevé de vos fonctions. Et on va s'arrêter là pour parler gameplay. Spellforce 3, comme ses illustres prédécesseurs, est un jeu de stratégie avec une forte composante RPG. Sur le champ de bataille, en plus de votre armée, vous aurez à disposition un groupe de héros, au maximum 4, comprenant généralement l'avatar que vous aurez créé pour l'occasion. Comme dans un jeu de rôle classique, vous choisirez son apparence et ses compétences en n'oubliant pas l'attribution des points de caractéristiques. Au fur et à mesure de votre progression, votre avatar et vos héros gagnent de l'expérience, leur permettant d'obtenir de nouveaux points de compétences à distribuer, compétences divisées d'ailleurs en plusieurs archétypes du genre, guerrier, tank, archer, mage, soigneur, etc. Tu connais les bails. Vos héros ayant accès à plusieurs arbres de talent, il vous sera tout à fait possible de vous faire un perso touche à tout, dans la limite des points disponibles. En plus de leurs compétences, vous devrez également gérer l'équipement de vos héros, équipement que vous obtiendrez au choix suite à une escarmouche, en tombant sur une cache de butin lors de l'exploration de la map, en faisant des emplets chez le marchand du coin, ou encore en réalisant certaines quêtes pour les locaux. Épée, bouclier, armure, bâton et arc à deux mains, ces babioles amélioreront vos statistiques et se paieront même parfois le luxe de vous octroyer quelques compétences spéciales, comme ce casque ayant une chance d'invoquer un gobelin pour vous assister durant la bataille. Bref, à peu près tous les éléments du CRPG classique sont au rendez-vous, et certaines maps seront d'ailleurs consacrées exclusivement à vos héros, la partie stratégie étant mise temporairement en sourdine. Concernant cette dernière, là encore, on est en terrain connu. Durant vos missions, en plus de vos héros, vous aurez à gérer la construction
construction d'une base permettant de lever votre armée. Vous bâtirez ainsi des bâtiments dédiés à la récolte des ressources, tels la scierie pour le bois ou la cabane de chasse pour la nourriture, parce qu'ils veulent pas être véganes les gars. Ces ressources vous serviront ensuite à construire d'autres bâtiments, permettant notamment de produire des unités qui vous accompagneront durant vos combats. Combattant au corps à corps ou à distance, cavalerie légère ou lourde, armes de siège, ces unités sont réparties en 3 factions que vous aurez l'occasion de jouer au fil des missions. Ainsi, chaque camp dispose de ses points forts et de ses points faibles. Sans surprise, les elfes sont plutôt bons à distance, les orques sont du genre à faire des câlins, et les humains sont entre les deux. Concernant la gestion des bases, elle est globalement identique entre les 3 factions. En gros, Spellforce 3 repose sur des mécaniques qui ont fait leurs preuves. Mais là où il surprend, c'est par la présence d'un mode coop. Bah, faut dire que de base, des jeux de stratégie ou même des jeux de rôle proposant de la coop, ça court pas forcément les rues. Alors quand un jeu issu du croisement des deux genres permet de jouer en coop, forcément on est aux aguets. Pour commencer, le jeu est jouable jusqu'à 3 joueurs en ligne uniquement, et si vous pouvez jouer en coop en mode multijoueur, il est surtout possible de jouer l'intégralité de la campagne à plusieurs. Une fois votre session coop créée dans le menu, vos potos peuvent donc vous rejoindre et commencer la campagne avec vous ou charger une sauvegarde déjà existante. A noter qu'une fois la partie lancée, il ne sera pas possible à d'autres joueurs de vous rejoindre en cours de route. Il faut donc bien vous préparer avant. En jeu, et contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, Spellforce ne vous propose pas de jouer chacun votre personnage et votre base, mais plutôt de gérer à plusieurs votre groupe de héros ainsi que vos unités et bâtiments. Chaque joueur peut donc librement contrôler votre avatar et ses compagnons, diriger vos troupes, construire les édifices et lancer la production de soldats. Pour éviter que ce soit trop le foutoir, il ne vous sera pas possible de sélectionner une unité si cette dernière est déjà en cours d'utilisation par un joueur, marqué à l'écran par des pointillés. Si vous êtes un peu frileux à l'idée de laisser autant de latitude à vos potes sur le déroulement de la partie, les développeurs ont pensé à vous. En effet, au moment de la création de la partie, il sera possible d'attribuer un ou plusieurs rôles aux différents joueurs. Rôles qui restreindront les actions de vos potes en qui vous avez visiblement pas très confiance à des domaines bien spécifiques. On voit donc bien que les développeurs ont pensé l'ergonomie du titre pour la coop. D'ailleurs, à l'usage, on se demande même si le titre ne se joue pas mieux à plusieurs. Une des critiques qui revient le plus souvent concernant les jeux de stratégie en temps réel sur PC se trouve justement dans la gestion de ce temps, et le nombre important d'actions que le joueur doit exécuter dans un intervalle plus ou moins court selon les titres. Avec Spellforce 3, si on reste très loin des ténors du genre demandant un APM du feu de Dieu, force est de constater que l'IA peut se montrer particulièrement agressive. Elle n'hésitera pas à vous harceler constamment en vous envoyant vague sur vague d'ennemis, vous forçant à produire des unités et des défenses en flux tendu. Heureusement, les mécaniques ayant trait à l'économie ont été volontairement simplifié pour permettre aux joueurs de se concentrer sur l'essentiel, qui exigera déjà toute votre concentration. À cela s'ajoute évidemment la composante RPG du titre, avec votre bande de héros qui se devra d'explorer la map pour trouver des quêtes et surtout du butin intéressant. D'ailleurs, en parlant de loot, il ne concernera pas uniquement vos héros, et il vous sera possible de trouver des schémas qui permettront d'accéder à des améliorations d'unités et de bâtiments. Raison de plus pour explorer les environnements de fond en comble, tout en faisant évidemment attention à votre base et son développement. Dans ces conditions, l'apport d'un mode coop vous permet de gérer plus sereinement vos sessions de jeu. La possibilité de vous répartir les tâches étant plus que bienvenue. C'est même une excellente manière d'aborder ce type de jeu pour un néophyte intéressé par le genre, même si les phases et l'aspect jeu de rôle ont une petite tendance à prendre le pas sur la partie stratégie, sans qu'il ne s'agisse d'un déséquilibre flagrant. Le mélange fonctionne donc vraiment bien souris en main, et on se demande pourquoi on a dû attendre autant d'années avant d'avoir une licence de cette trempe. Surtout que, en regardant du côté des productions japonaises, les simulations RPG, ces jeux de stratégie au tour par tour plus connus sous le nom de Tactical RPG, se sont démocratisés dès le début des années 90. Bon, après c'est vrai que les Tactical ne mettent généralement en scène qu'un groupe de héros, l'aspect construction de base, économie et production d'unités, c'est généralement aux abonnés absents. D'ailleurs, c'est une question qui nous a titillé. Pourquoi le STR n'a jamais réellement pris au Japon alors que son cousin éloigné y fait fureur? Après recherche, on a dégagé 3 points qui expliqueraient potentiellement cette différence. Le premier concerne directement le rapport contemporain qu'entretient le Japon avec la guerre elle-même. Pour faire bref, après leur participation à la Seconde Guerre mondiale dans le camp de l'ennemi, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki qui les ont définitivement poussés à déposer les armes, le chaponnage du pays par le gaijin MacArthur et la nouvelle constitution les obligeant à n'avoir qu'une armée de défense, forcément le concept même de la guerre est un sujet sensible du point de vue japonais. Pour pousser un petit peu, sous l'impulsion de MacArthur, un véritable travail de censure était à l'œuvre dans les médias japonais pour favoriser le discours des alliés lors de l'occupation américaine. Les générations post-45 ont donc grandi avec un discours aseptisé concernant la dernière guerre, dans le but de pousser la jeunesse à se détourner des affaires militaires. Du coup, forcément, quand au début des années 70, l'éditeur Hobby Japan a commencé à importer des jeux de plateau et miniatures type wargame, l'opinion publique l'avait un peu mauvaise. Qu'on puisse associer guerre et jeu était vu au choix comme vulgaire, honteux ou déshonorant. Et les médias qui daignaient couvrir le sujet le faisaient en s'interrogeant sur le dévoiement de la jeunesse par ces jeux de guerre venus de l'étranger. Ces facteurs fournissent donc un début d'explication sur le manque d'intérêt aux futurs développeurs et joueurs de jeux vidéo pour des titres consistant grosso modo à gérer les batailles à grande échelle. Néanmoins, le succès de titres comme Famicom Wars et surtout Fire Emblem sortis respectivement en 88 et 90 démontre que le public japonais est loin d'être hermétique au genre, à condition que ce dernier soit adapté à son audience. Et on en vient donc au second
point, la conception même de la stratégie. En stratégie militaire, les deux théoriciens considérés comme des références sont Sun Tzu, général chinois de renom ayant vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et accessoirement auteur de l'art de la guerre que l'on ne présente plus, et Karl von Clausewitz, général prussien ayant couché sur papier un important recueil de théories stratégiques nommé De la guerre. Si la vision des deux stratèges a beaucoup en commun, certains points les différencient pourtant, notamment sur la façon de gagner la guerre. Même si ça fait encore débat, le consensus veut que Clausewitz préconise un engagement massif des forces militaires à disposition afin de réduire à néant l'armée, les défenses et tout point considéré comme névralgique à l'effort de guerre déployé par l'ennemi. L'un des rôles du stratège sera dès lors de composer avec ce que Clausewitz nomme la friction, à savoir tous les facteurs inconnus pouvant impacter négativement l'affrontement. Par exemple, le manque de vision des soldats, leur état psychologique, la possibilité que certains ordres soient mal interprétés, ou encore qu'ils ne parviennent tout simplement pas au destinataire. Inversement, Sun Tzu explique que l'engagement militaire en lui-même ne doit être que la dernière étape, si possible optionnelle, pour remporter la guerre, et l'issue de l'affrontement se décide avant même qu'il ait commencé. Pour un chef de guerre avisé, la planification, la préparation du terrain et le renseignement doivent avoir une place centrale afin d'obtenir le maximum d'avantages en amont du combat face à l'ennemi. Le général précautionneux s'assure ainsi une victoire certaine en limitant l'usage de la force et les effusions de sang, tel un maître d'échecs appliquant une stratégie éprouvée face à un amateur. L'art de la guerre a eu une énorme influence sur la culture militaire japonaise. La plupart des généraux de renom étudiaient assidûment l'ouvrage pour tirer le meilleur parti de leur force, et l'usage de moyens détournés préconisé par Sun Tzu n'est pas étranger à l'essor des spécialistes du renseignement que sont les ninjas. Dernier petit point à prendre en compte dans la construction de l'archétype de la stratégie militaire au Japon, avant d'être un stratège, le général est un guerrier, voire parfois un ancien samouraï. Ayant mené maintes batailles directement sur le front, ses prouesses martiales ne sont donc plus à démontrer. Avec ces éléments en main, on peut plus facilement comprendre qu'un titre vous mettant en commande d'une batterie d'unités anonymes, dans des guerres à grande échelle encore fortement connotées dans l'inconscient collectif, et où la stratégie consiste, pour l'œil profane, à accumuler une force suffisamment importante pour l'envoyer raser l'ennemi sans se soucier des pertes, ne soit pas forcément au goût du public japonais. A l'inverse, un jeu au tour par tour mettant en scène des batailles plus confidentielles, laissant le temps au joueur d'étudier le terrain pour mettre en place sa stratégie, avec prise en compte des attaques de flanc et par l'arrière pour le stratège en herbe qui saura en profiter, où chaque unité a son importance, et permettant aux joueurs d'incarner non pas des anonymes, mais des personnages qui s'illustreront par des passes d'armes directement sur le champ de bataille, avec en plus ce côté RPG si caractéristique du pays en bonus, forcément ça parle plus aux joueurs japonais moyens. Bon, en tout cas c'est la conclusion à laquelle nous on a abouti, mais si vous avez un avis différent ou des choses à rajouter, surtout n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. Mais là, c'est l'heure de la conclusion sur Spellforce 3. On l'a dit bien plus haut, c'est pas tous les jours qu'on croise des jeux de stratégie offrant l'opportunité de jouer leur campagne en coop. Et rien que pour ça, Spellforce 3 aurait de base mérité le coup d'œil. Bon, sauf s'il avait été complètement raté. Et ça tombe bien parce que c'est complètement l'inverse. Spellforce 3 a beau proposer une formule qui commence à être rodée, son exécution fait honneur aux géniteurs de la licence. Si pris à part, les aspects CRPG et STR sont tout à fait honnêtes, le studio ne s'est pas contenté de simplement les réunir, mais bien de les rendre complémentaires avec un dosage globalement maîtrisé. Mais cela n'aurait pas servi à grand chose si la campagne n'avait pas rendu justice aux mécaniques installées. Et là encore, le studio se démarque en proposant une aventure longue, soignée et agréable à parcourir. Le scénario a beau être quelque peu convenu, les nombreux personnages que vous rencontrerez lors de vos péripéties et la qualité des environnements visités donneront de l'épaisseur à votre épopée. L'alternance entre phases purement jeu de rôle et batailles rangées impliquant des dizaines d'unités est maîtrisée, le tout se déroulant sur des cartes minutieusement confectionnées, poussant constamment à l'exploration et même parfois à la contemplation. Pour ne rien gâcher, les développeurs nous offrent un mode coop dont l'exécution est exemplaire. Les contrôles et l'ergonomie du titre ont été pensés pour éviter que les joueurs s'en mêlent les pinceaux lors de la gestion des unités, et la possibilité d'attribuer des rôles bien spécifiques aux joueurs est une excellente idée. Se répartir les tâches, c'est également un moyen de soulager un joueur de certains aspects d'un titre qui peut se montrer exigeant par essence, et permettre par là même d'initier en douceur les joueurs qui seraient normalement intimidés par le genre. Bref, pour nous, Spellforce 3 est une réussite, et la preuve qu'une campagne coop dans un jeu de stratégie peut tout à fait fonctionner et offrir une expérience de qualité. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager, car en plus d'organiser de super soirées, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. À ce propos, on voudrait remercier nos tipeurs qui sont un peu fous, mais vraiment super sympas et on vous aime d'amour. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux et également sur notre Twitch où on a décidé d'organiser des rendez-vous hebdomadaires sur des jeux pas forcément coop. Nous sur ce, on va vous laisser là et on se donne rendez-vous le mois prochain sur... on sait pas sur quoi, mais on vous explique. Alors en fait, on avait un jeu tout trouvé pour le récap de janvier, à savoir Monster Hunter World, sur lequel on voulait préparer un épisode monstrueux. Mais vu qu'on a ni PS4 ni Xbox One et que Capcom considère que les joueurs PC puent du cul, bah il faudra attendre encore quelques mois avant que nos chachas puissent poser leurs pattes dessus entre deux séances de cuisine. Du coup, à moins d'un invité surprise qu'on attend, il n'y aura donc probablement pas de récap pour le mois de février. Mais pour se faire pardonner, on a décidé de vous livrer non pas un, mais 2 Os Minis pour le mois prochain. Sur ce, prenez soin de vous, faites-vous des bisous, jouez en coop et on se dit à la prochaine.